Le tuyau d'irrigation grattait le béton tandis que Nolan Drexler le manœuvrait à travers l'ouverture de sa clôture arrière un mardi soir à 11h30. La sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur automnale, et ses bottes de travail peinaient à adhérer à la pelouse humide. Il envisageait cette rectification de drainage depuis plusieurs semaines, cependant, cette soirée particulière possédait une aura différente, un sentiment de pressentiment. Il avait l'impression que quelqu'un observait le tuyau tandis qu'il s'accrochait à un poteau de clôture. Nolan tira avec une force accrue, ce qui fit tomber sa clé à molette de sa ceinture et retentir contre un objet dissimulé dans le sol. Il s'agenouilla, brossant méticuleusement la terre avec ses doigts, anticipant la découverte d'une tête d'arroseur ou d'une ligne de câble hors service. Au lieu de cela, son pouce rencontra du plastique lisse ou une clé USB, petite et noire, présentant un boîtier fracturé. Nolan jeta un coup d'œil vers la résidence de son voisin. L'éclairage de la cuisine de Brad Godwin restait actif, projetant des quadrilatères ambrés à travers la ligne de clôture partagée. Bien que l'inspecteur des incendies travaille fréquemment de longues heures, cela semblait délibéré, comme de la surveillance. La clé USB rayonnait de chaleur dans la paume de Nolan. Il la dissimula dans sa poche et acheva de traîner le tuyau jusqu'à son cabanon de stockage, son esprit s'emballant. Sa fille de 13 ans, Rachel, avait manifesté un comportement étrange ces derniers temps. Elle évitait le contact visuel direct et s'enfermait dans sa chambre pendant de longues durées. Peut-être avait-elle enterré un projet scolaire ou une sauvegarde de journal intime dans son atelier de garage. Nolan démarra son ordinateur portable et inséra la clé. L'écran clignota, chargeant un seul fichier vidéo portant un horodatage de 3 mois auparavant. Son curseur plana au-dessus du bouton de lecture. La vidéo commença avec des perspectives familières. Son propre garage, son établi, ses outils suspendus au panneau perforé. Cependant, l'horodatage indiquait 2h15 de l'après-midi un jeudi, un moment où il installait des tuyaux de drainage dans toute la municipalité. 2 personnages entrèrent dans le cadre. Sa femme, Corinne, ornée de la robe céruléenne qu'elle prétendrait plus tard porter pour faire les courses. Et Brad Godwin, toujours vêtu de son uniforme de pompier, ses mains se dirigeant déjà vers sa taille. La gorge de Nolan se serra. Il les observa se déplacer vers son établi, déplaçant ses catalogues d'irrigation. Leur voix résonnait clairement à travers son microphone de sécurité. « Il est tellement ennuyeux », s'exclama Corinne. Elle laissa échapper un rire, déboutonnant sa robe. Il parle du diamètre des tuyaux comme si c'était de la poésie. La réponse de Brad fit trembler les mains de Nolan. On devrait juste prendre la maison. Le divorcer proprement. Je connais un gars au comté qui s'occupe des transferts de propriété. La vidéo persista pendant 18 minutes. Nolan observa chaque seconde, son mariage se désintégrant en haute définition. À sa conclusion, il s'assit dans l'obscurité, la porte du garage scellée, traitant les informations dont il avait été témoin. Son téléphone vibra. Un message texte de Corinne, « Je travaille tard au bureau des services publics. Ne m'attends pas », c'était jeudi soir, le même jour de la semaine que la vidéo. Nolan désactiva l'ordinateur portable et se dirigea vers sa fenêtre de cuisine. La maison de Brad était maintenant enveloppée dans l'obscurité, mais son Tao de pompier restait stationné dans l'allée. L'homme était chez lui, le sommeil ne vint pas. Nolan se coucha à côté de sa femme, écoutant sa respiration, scrutant le plafond. À l'aube, il avait pris sa décision. Cela ne se conclurait pas avec des avocats et une médiation, cela se terminerait par une destruction systématique. Vendredi matin, Nolan déposa un baiser sur Corinne comme si rien ne s'était passé. Elle avait le goût du dentifrice à la menthe et des mensonges. « Passe une bonne journée, chérie, dit-elle, ajustant le col de sa chemise de travail. Ne travaille pas trop dur. Jamais, rétorqua-t-il, imprégnant la phrase d'une nouvelle signification. À son bureau de conseil en irrigation, Nolan accéda au registre de propriété de tout son quartier. Son logiciel d'ingénierie possédait la capacité de cartographier les services publics souterrains, mais il suivait également la propriété foncière, les servitudes et les limites légales. Il commença par la résidence de Brad. L'inspecteur des incendies avait acquis le 412 Maple Street 18 mois auparavant, mais l'acte présentait des irrégularités. Un avenant de bail de garage, contresigné par Corinne, accordait à Brad des droits de stockage dans le propre garage de Nolan pour $200 par mois. La signature de Corinne semblait authentique, cependant, Nolan n'avait jamais consenti à louer son garage à qui que ce soit. Son téléphone émit une sonnerie. Ethan Val, son voisin, 2 maisons plus loin. « Tu es occupé ce soir ?» demanda Ethan.
L'ancien électricien maintenait la brièveté dans sa diction, une habitude militaire, probablement acquise en Afghanistan. Ça dépend. J'ai vu de l'activité chez toi hier pendant que tu travaillais. Nolan serra le téléphone avec une intensité accrue. Quel genre d'activité? Le genre qui énerve les maris. Un silence tendu s'étendit entre eux. Ethan avait été témoin des visites de Brad. Peut-être que d'autres aussi. Ça te dit de boire des bières? Demanda Ethan. Mon garage. À 7 heures ce soir. Ethan arriva, un pack de 6 bières à la main et arborant son expression stoïque habituelle. Ils s'assirent sur l'établi de Nolan, l'endroit même où sa femme l'avait trahi quelques mois plus tôt. Depuis combien de temps sais-tu? Demanda Nolan. 6 semaines. Peut-être plus. Je ne savais pas trop comment t'en parler. Ethan ouvrit 2 bouteilles. Que as-tu vu exactement? Véhicule des pompiers. L'après-midi quand tu es sur des chantiers. Parfois le matin. La mâchoire d'Ethan se crispa. Ta femme ouvre la porte en robe de chambre. Nolan afficha la vidéo sur clé USB sur son ordinateur portable. Ethan regarda sans laisser transparaître d'émotion, puis ferma l'écran. Tu prépares une connerie? Demanda Ethan. Je prépare quelque chose d'intelligent. Tant mieux, parce que les conneries te font arrêter. L'intelligence te venge. Ils finirent leur bière en silence. Alors qu'Ethan partait, il s'arrêta à la porte du garage. Si tu as besoin de renfort, tu m'appelles. Samedi matin, Nolan proposa un barbecue de quartier. Corinne parut surprise, mais ravie. C'est merveilleux, chérie. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas reçu. Je vais inviter Brad, puisqu'il nous a tellement aidé avec l'inspection de sécurité incendie. Le sourire de Corinne vacilla. L'inspection de sécurité incendie pour le bail du garage. Pour l'assurance. Son visage pâlit. Ah, oui, c'est vrai, ça. Nolan consacra l'après-midi à préparer des hamburgers, des hot-dogs et de la salade de pommes de terre, un repas de banlieue classique pour un plan peu conventionnel. Il installa des tables pliantes dans son jardin, tendit des guirlandes lumineuses entre les arbres et plaça un petit enregistreur audio sous la table de patio. Les invités commencèrent à arriver à 6 heures. Diana Hartley, de la surveillance de quartier, apporta des biscuits faits maison et des potins. Les Peterson, d'en face, apparurent avec leurs fils jumeaux. Ethan arriva en dernier, portant de la bière et se positionnant près de la clôture. Brad arriva avec un retard calculé, vêtu de vêtements civils mais se déplaçant avec son autorité habituelle. Il serra la main aux hommes, complimenta les femmes et se servit au barbecue. Nolan, c'est super bien organisé, dit Brad en retournant des hamburgers. Tu as toujours été doué de tes mains. En parlant d'outils, répondit Nolan, en ouvrant sa 4e bière, je pensais agrandir le garage. Peut-être ajouter des prises électriques. Les travaux électriques nécessitent des permis, dit Brad prudemment. Bien sûr. On ne voudrait pas d'infraction. La voix de Nolan prit un ton tranchant. Les pompiers prennent ça très au sérieux. La conversation continua pendant le dîner. Nolan joua le rôle de l'hôte légèrement éméché, posant des questions insistantes sur les modifications du garage, les améliorations de la propriété et l'accès aux services publics. Brad répondit avec aisance, mais ses yeux cherchaient constamment ceux de Corinne. À l'autre bout du jardin, pendant que les invités rangeaient, Rachel approcha son père. Sa fille était restée silencieuse toute la soirée, observant les conversations d'adultes avec une intensité inhabituelle. « Papa » murmura-t-elle en glissant un papier plié dans sa main, « je t'ai fait un dessin. » Nolan déplia le papier. Il représentait une carte dessinée à la main de leur jardin, illustrant le garage, la clôture et la propriété des voisins. Cependant, Rachel avait ajouté des détails. Des bonshommes allumettes se déplaçaient entre les maisons, des heures écrites dans une écriture cursive soignée, et une note en bas, « J'ai revu maman là-bas jeudi après l'école. » Les yeux de sa fille étaient graves. Plus vieux que 13 ans. Elle reconnaissait que quelque chose n'allait pas dans leur foyer, même si elle ne pouvait pas l'exprimer. « Merci, ma chérie, » dit Nolan en pliant la carte. « Ça m'aide beaucoup. » Le barbecue se termina à 10 heures. Les invités exprimèrent leur gratitude et partirent, laissant derrière eux des assiettes sales et l'odeur du charbon de bois. Corinne se retira à l'intérieur pour prendre une douche, prétextant la fatigue. Brad s'attarda, aidant au rangement avec un enthousiasme suspect. « Super soirée,
dit Brad en chargeant des chaises dans le garage. On devrait faire ça plus souvent. Absolument, acquiesça Nolan. Rien de tel que de bons voisins. Ils travaillèrent en silence, empilant les tables et pliant le matériel. Brad se déplaçait avec familiarité dans le garage de Nolan, connaissant l'emplacement des outils et le fonctionnement des prises, l'intimité de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps dans cet espace. Bon, dit finalement Brad, je devrais rentrer chez moi. En fait, dit Nolan, je voulais te poser une question sur le bail du garage. Brad se figea. Le bail du garage? Les $200 mensuels pour l'espace de stockage. La voix de Nolan restait égale. Ma femme a signé le contrat, mais je n'ai jamais vu les papiers. Ah, ça. Le rire de Brad sonna faux. Juste du matériel, du stockage. Des trucs de pompiers. Rien de majeur. C'est ça. Où est-ce que tu le stockes exactement? Brad fit un geste vague vers le coin du fond. Là-bas. Derrière ton matériel d'irrigation. Nolan se dirigea vers le coin. Brad indiqua un espace vide. Pas de matériel de pompier, pas de carton de stockage. Rien que de la poussière et des toiles d'araignée. Drôle, dit Nolan. Je ne vois rien. Il a dû le déplacer. Tu sais comment c'est. Le mensonge planait entre eux comme de la fumée. Nolan se tourna pour faire face à Brad directement. Tu sais ce que je pense? Quoi donc? Je pense que tu stockes autre chose dans mon garage. Le masque amical de Brad se fissura. Son autorité d'inspecteur des incendies refit surface, sa voix se durcissant. Je crois que tu as trop bu, Nolan. Peut-être. Mais les hommes ivres voient parfois clair. Fais attention, prévint Brad. Les accusations peuvent causer des problèmes. Des problèmes de voisinage. Est-ce une menace? C'est un conseil amical de quelqu'un qui comprend comment les incendies démarrent. La menace était subtile, mais réelle. Brad Godwin avait fini de faire semblant d'être un voisin serviable. Sa vraie nature transparaissait, contrôlant, agressif, dangereux. Nolan sourit. Bon à savoir où on en est. Brad partit sans prononcer un autre mot. Nolan le regarda traverser la cour, escalader la clôture et disparaître dans sa propre maison. Puis il récupéra l'enregistreur audio sous la table du patio. Le dimanche matin annonça la pluie. De grosses gouttes martelaient le toit tandis que Nolan était assis dans son bureau, examinant les registres fonciers et les documents juridiques. Le bail du garage était définitivement falsifié. La signature de Corinne. Mais il avait été notarié par quelqu'un nommé Kip Lawson, un agent immobilier spécialisé dans les biens commerciaux. Nolan appela le bureau de Lawson. Bonjour, ici Nolan Drexler. J'ai quelques questions concernant un bail de garage que ma femme a signé. Ah, monsieur Drexler. Oui, en effet. Elle a mentionné que vous pourriez le qualifier de modification de bail. Est-ce exact? Une modification? La transformation de votre garage résidentiel en espace de stockage commercial. Monsieur Godwin lui a tout expliqué. Le service d'incendie a besoin d'un espace supplémentaire pour son équipement. La poigne de Nolan se resserra sur le téléphone. Quand ma femme a-t-elle signé cette modification? Le mois dernier. Le 15 septembre. Elle semblait très désireuse d'aider le service d'incendie. Le 15 septembre, répéta Nolan, les mots lourds de sens. C'était le jour où Nolan installait des systèmes de drainage à Tyler, à 60 km de là. Corinne s'était fait porter pâle à son travail au service des eaux. Pourriez-vous m'envoyer une copie de tous les documents pertinents par email? Bien sûr. Votre femme a mentionné que vous en voudriez des copies à des fins d'assurance. Les documents arrivèrent dans l'heure. La signature de Corinne ornait 3 éléments distincts, un contrat de location, une modification commerciale et une exonération de responsabilité. Cependant, son écriture semblait incohérente sur chaque document. Hâtive. Nerveuse, comme si quelqu'un l'avait conseillée sur ce qu'elle devait signer. Nolan imprima tout et se rendit à la résidence d'Ethan. Son ami ouvrit la porte, vêtu de vêtements de travail saupoudrés de sciure de bois. Je construis des étagères, expliqua Ethan, le conduisant dans un atelier encombré. Nolan étala les documents sur l'établi d'Ethan. Jette un coup d'œil à ses signatures. Ethan examina les papiers avec une précision militaire. Différents stylos, pression variable.
Elle a signé ça à des moments différents ou dans des endroits différents. Tu soupçonnes une coercition? Je pense à une fraude. Ethan posa son café. Quel est ton plan d'action? Destruction légale. Mais j'ai besoin de preuves irréfutables. Je connais un type, dit Ethan. Un détective privé. Du genre à l'ancienne. Il travaille avec des caméras, pas des ordinateurs. Totalement fiable. Jasper Bowen, 70 ans. Il est dans le métier depuis l'époque de Nixon. S'il y a de la saleté à trouver, il la dénichera. Ils appelèrent Jasper depuis la ligne fixe d'Ethan. Le vieil homme accepta de les rencontrer dans un restaurant sur l'autoroute 155, à 30 minutes de là. Jasper Bowen ressemblait à un expert en assurance à la retraite. Il portait un costume gris et d'épaisses lunettes, et il tenait des dossiers maniés sous le bras. Il commanda un café noir et écouta l'histoire de Nolan sans interruption. « Voulez-vous de la surveillance ou des preuves » demanda Jasper. « Les deux. La surveillance est simple. Les preuves sont plus coûteuses. Combien de plus? Cela dépend de ce que nous découvrons. Mais les conjoints infidèles laissent généralement des traces. Relevés bancaires, factures de téléphone, cartes de crédit. Les gens croient qu'ils sont discrets, mais ils sont simplement négligents. Jasper fit glisser un contrat sur la table. 3 jours minimum. Paiement comptant à l'avance. Nolan signa et paya 5 cents. Jasper empocha l'argent et serra la main de Nolan. Je commence demain. Ne modifiez pas votre routine. Agissez normalement. Laissez-les se sentir à l'aise. Le lundi matin, Nolan partit au travail comme d'habitude. Il avait 3 consultations d'irrigation prévues à Marshall, ce qui lui fournissait un alibi parfait pour être absent de chez lui. Jasper photographierait tout. Le premier chantier était un lotissement résidentiel en proie à des problèmes de drainage. Nolan passa 2 heures à cartographier les réseaux souterrains, mais ses pensées restaient fixées sur sa maison. Que faisait Corinne? Brad était-il en visite? Était-il en train de comploter quelque chose de nouveau? Son téléphone vibra à 11 heures. C'était un texto de Corinne, je prends ma pause déjeuner plus tôt. Course après le travail. Un message standard. Mais maintenant, Nolan se demandait si elle achetait vraiment des provisions ou si elle rejoignait Brad ailleurs. Le deuxième chantier était un immeuble commercial dont les systèmes d'extinction automatique étaient défaillants. Nolan inspecta les tuyaux et les manomètres, documentant les problèmes pour les devis de réparation. Un travail de routine qui le satisfaisait habituellement. Aujourd'hui, il avait l'impression que c'était une distraction par rapport à des affaires plus importantes. À 3 heures, Jasper appela. « J'ai des photos intéressantes », dit l'enquêteur. « Votre femme a eu de la compagnie aujourd'hui. » Brad. Les pompiers. Le véhicule est resté pendant 2 heures. Dans mon garage? Entre autres endroits. Nolan termina sa dernière consultation et rentra chez lui. La voiture de Corinne était dans l'allée, des provisions visibles à travers sa lunette arrière. Elle avait bien acheté de la nourriture, mais cela ne voulait pas dire qu'elle n'avait rien fait d'autre avant. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, en déchargeant du lait et du pain. « Productive. Marshall. Le lotissement a d'importants problèmes de drainage. Ça a l'air compliqué. Tout est compliqué tant qu'on ne comprend pas comment les pièces s'assemblent. » Corinne s'arrêta, tenant une boîte de céréales. « Qu'est-ce que tu veux dire? L'eau trouve toujours le chemin de moindre résistance, mais si tu cartographies correctement le flux, tu peux le rediriger où tu veux. » Elle le fixa un instant, puis reprit le déballage des provisions. Cependant, ses mouvements semblaient plus prudents, plus délibérés, comme ceux de quelqu'un qui se savait observer. Ce soir-là, Nolan aida Rachel avec ses devoirs d'algèbre pendant que Corinne nettoyait la cuisine. Une routine familiale normale, mais tout ressemblait maintenant à une représentation. Une domesticité scénarisée masquant une tromperie plus profonde. « Papa » dit Rachel, effaçant une mauvaise réponse. « Pourquoi les gens mentent-ils sur les maths? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les problèmes, comme si un train partait de Chicago à 100 km/h, pourquoi ne pas simplement indiquer les vrais chiffres? » Nolan considéra la question. Peut-être parce que les vrais chiffres sont plus difficiles à contrôler. Mais les mensonges finissent toujours par être découverts. En général, les personnes intelligentes laissent des traces. Rachel hocha la tête pensivement et retourna à ses devoirs.
Sa fille apprenait des leçons de vie à travers l'algèbre. Vérité contre tromperie. Preuve contre hypothèse. La mathématique du comportement humain. Le rapport complet de Jasper arriva le mardi matin. L'enquêteur privé rencontra Nolan dans un restaurant routier, étalant des photos sur une banquette d'angle. « Votre femme et l'inspecteur des pompiers ont une routine, » dit Jasper. « Tous les lundis, mercredis et vendredis, il arrive à midi. Repart à 2h30. » Les photos étaient explicites. Le Tao de Brad dans l'allée de Nolan. Corinne ouvrant la porte en tenue décontractée, tous deux entrant ensemble dans le garage. Les horodatage confirmaient l'emploi du temps. « Il y a autre chose, » poursuivit Jasper, produisant des relevés bancaires. Votre femme a ouvert un compte courant séparé le mois dernier. Des dépôts provenant de quelqu'un nommé Kip Lawson. L'agent immobilier. Nolan étudia les relevés bancaires. 2 000 $ par mois pendant 6 mois. Ça fait 12 000 au total, nota Jasper. Une somme importante pour une location de garage. Mais Nolan comprit la véritable transaction. Corinne ne se contentait pas de tromper. Elle en tirait profit. Brad la payait pour l'accès au garage, utilisant sa relation avec les pompiers pour légitimer l'utilisation commerciale illégale d'une propriété résidentielle. Qu'en est-il des finances de Brad, demanda Nolan. Question intéressante. Jasper sortit un autre dossier. Le salaire de l'inspecteur des pompiers est de 58 000 $ par an, mais il dépense comme quelqu'un qui en gagne le double. Les photos montraient les récents achats de Brad. Un nouveau bateau de pêche, un camion amélioré, de l'électronique coûteuse. Rien de tout cela n'est abordable avec le salaire d'un employé municipal. D'où vient l'argent supplémentaire? C'est là que ça se complique, dit Jasper. Les inspecteurs des pompiers ont un pouvoir important sur les propriétés commerciales. Ils peuvent retarder les permis, exiger des modifications coûteuses, voire condamner des bâtiments. L'implication était claire. Brad acceptait des pots de vin de la part d'entreprises, utilisant sa position au sein des pompiers pour extorquer de l'argent. La location du garage de Corinne n'était qu'une source de revenus parmi d'autres. Vous l'avez sur des accusations de corruption, dit Jasper. Des trucs au niveau fédéral. Ça va bien au-delà de l'adultère. Nolan rassembla les photos et les documents. Quelle est ma prochaine étape? Ça dépend de ce que vous voulez. Divorce. Poursuite pénale. Humiliation publique. Les 3. Alors vous avez besoin d'un avocat. Quelqu'un qui comprend les affaires de corruption fédérale. Jasper recommanda Meredith Quinn, une ancienne procureure devenue avocate de la défense spécialisée dans la corruption municipale. Elle avait la réputation d'avoir des tactiques agressives et de remporter des victoires au tribunal. Nolan appela le bureau de Quinn et prit rendez-vous pour jeudi matin. Puis il rentra chez lui pour maintenir sa routine habituelle. Corinne préparait le dîner quand il arriva. Des côtes de porc, de la purée de pommes de terre, des haricots verts. Un plat réconfortant qui ressemblait autrefois à de l'amour. Maintenant, ça avait le goût de la culpabilité. « Bonne journée » demanda-t-elle en posant les assiettes sur la table. De mieux en mieux. Après le dîner, Nolan s'est retiré dans son atelier au garage. Il a allumé son ordinateur portable et a examiné à nouveau les preuves de Jasper. Relevés bancaires, photographies, horodatage. Un dossier complet pour adultère et fraude. Mais il voulait plus qu'une victoire juridique. Il voulait une destruction émotionnelle. Le genre de vengeance qui laisse des cicatrices permanentes. Son téléphone a vibré. C'était un SMS de Brad. Besoin de parler. Ruelle arrière, dans 10 minutes. Nolan a souri. L'inspecteur des incendies devenait nerveux. La ruelle arrière longeait l'arrière de leurs 2 propriétés, séparées de la rue par une clôture en grillage. Nolan est arrivé le premier, se tenant dans l'ombre entre les lampadaires. La pluie était revenue, transformant la terre en boue. Brad est apparu de la direction opposée, portant une veste de pompier et tenant une lampe de poche. Sa confiance habituelle semblait forcée. « On a un problème », a dit Brad sans préambule. « On. Ne fais pas l'idiot, Nolan. Je sais que tu as fouillé. Juste être minutieux. Une habitude d'ingénieur. Ça doit cesser avant que des gens ne soient blessés. Vous me menacez? » Brad s'est approché, le faisceau de la lampe de poche pointé sur le visage de Nolan. « Je te donne un conseil amical.
Certaines choses sont mieux laissées enfouies. Comme des clés USB. La lampe de poche a vacillé. La respiration de Brad a changé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vidéo haute définition. Excellente qualité audio. Vos impôts au travail. Le masque de Brad est finalement tombé complètement. L'inspecteur des incendies voisins a disparu, remplacé par quelqu'un de dangereux. Tu nous as enregistrés. Je n'ai pas eu à le faire. Vous avez utilisé mon propre système de sécurité. C'est de la surveillance illégale de ma propre propriété. Je ne crois pas. Brad s'est jeté en avant, balançant la lampe de poche comme une matraque. Nolan a esquivé vers la gauche, mais la lourde Maglit a touché son épaule, le faisant trébucher contre la clôture. Espèce de plouc stupide. Brad a grogné, avançant avec la lampe de poche levée. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Nolan a attrapé une section de grillage lâche et s'est redressé. Son épaule palpitait, mais l'adrénaline affûtait sa concentration. Instruisez-moi, a-t-il prononcé. Brad a balancé une fois de plus. Cette fois, Nolan a anticipé le mouvement. Il a saisi le poignet de Brad et l'a tordu avec force, délogeant la lampe de poche de sa main. Elle a heurté le sol, les plongeant dans l'obscurité. Ils se sont battus dans la pénombre, leurs pieds glissant dans la boue. Brad possédait une taille et une force supérieures, mais Nolan avait consacré des années à un travail physique ardu. Ses mains, durcies par les outils, offraient une prise ferme. Brad a décoché un coup de poing qui a atteint les côtes de Nolan. Une douleur lancinante a éclaté dans son torse, mais il a maintenu sa prise, exploitant l'élan de Brad pour le propulser vers la clôture. Le grillage a vibré lorsque le dos de Brad a heurté le métal. Ça se termine ici, a haleté Brad. Ton mariage, ton quartier, tout. Vous parlez vrai, a concédé Nolan, puis a asséné un coup de genou acéré à l'abdomen de Brad. Brad s'est plié en deux, suffocant. Nolan s'est retiré, le laissant s'effondrer face contre terre dans la boue. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Il a récupéré la lampe de poche et est parti, laissant Brad gémissant dans la ruelle. L'altercation avait été rapide mais concluante. Plus significativement, elle avait dévoilé le véritable caractère de Brad. Il n'y avait plus aucune façade d'autorité ou d'amabilité de voisin, simplement un fonctionnaire corrompu recourant à la violence lorsqu'il était exposé. De retour dans son garage, Nolan a méticuleusement documenté ses blessures avec des photographies, révélant une épaule contusionnée, des jointures éraflées et une chemise déchirée aux preuves d'agression, corroborées par la caméra de sécurité de la ruelle arrière. Son téléphone a sonné. Ethan a entendu du remue-ménage, c'est Anki son ami. Tout va bien? Plus que bien, a répondu Nolan. Avez-vous besoin d'aide? Pas ce soir, mais bientôt. Le jeudi matin, Nolan a rencontré Meredith Quinn dans son bureau du centre-ville. L'avocate correspondait exactement à la description de Jasper, professionnelle, incisive et directe, ne tolérant aucune théâtralité émotionnelle. Montrez-moi ce que vous possédez, a-t-elle ordonné. Nolan a étalé les preuves sur sa table de conférence, des séquences vidéo, des relevés bancaires, des documents de propriété et des photographies des blessures subies lors de la bagarre dans la ruelle. Quinn a tout examiné avec le regard perspicace d'un procureur, griffonnant des notes sur un bloc-notes juridique. C'est avantageux, a-t-elle déclaré enfin. Corruption municipale, adultère, agression, fraude aux multiples chefs d'accusation criminels. Qu'en est-il de la procédure de divorce? Le Texas fonctionne selon les lois sur les biens communautaires. Cependant, l'adultère change tout, surtout lorsqu'il est lié à une malversation financière. Quinn a élucidé la stratégie juridique, premièrement, déposer des plaintes pénales contre Brad pour corruption et agression. Deuxièmement, entamer une procédure de divorce, en présentant des preuves d'adultère et de tromperie financière. Troisièmement, intenter des actions civiles pour dommages matériels et détresse émotionnelle. Cela détruira leur vie à tous les deux, prévint Quinn. Êtes-vous prêt pour un tel niveau de guerre? Ils ont détruit la mienne en premier. Assez juste. Déposons les papiers. La machine juridique s'accéléra rapidement. Le vendredi après-midi, des plaintes pénales furent officiellement déposées auprès du procureur de district du comté. Les papiers de divorce furent signifiés à Corinne à son bureau des services publics. Des ordonnances de blocage des actifs furent émises pour tous les comptes détenus conjointement. Corinne arriva à la maison ce soir-là,
serrant des documents juridiques et arborant le visage de quelqu'un dont le monde s'était effondré. Nous devons discuter, annonça TL en déposant les papiers sur la table de la cuisine. Il n'y a rien à discuter. Nolan, je t'en supplie. C'est de la folie. Nous pouvons nous en sortir. Nous sortir de quoi? De l'adultère ou de la fraude? Le sang-froid de Corinne se brisa. Les larmes commencèrent à couler, mais elles semblaient calculées plutôt qu'authentiques. Ce n'était pas censé se dérouler ainsi, sanglota TL. Brad avait indiqué que ce serait simple, juste un arrangement de stockage pour 12 000 $. Nous avions besoin de fonds. Ton entreprise est au ralenti. Mon entreprise est florissante. Ton avarice était le cœur du problème. Corinne s'effondra sur une chaise, sanglotant plus intensément. Et Rachel? Et notre famille? Tu aurais dû y penser avant de tromper avec l'inspecteur des incendies dans mon garage. Le langage grossier la frappa comme un coup physique. Nolan ne lui avait jamais parlé de la sorte auparavant, mais le paysage avait irrévocablement changé. Je veux que tu quittes les lieux, continua-t-il. Ce soir. C'est ma maison aussi. Pas selon le gel des avoirs. Examine les documents juridiques. Corinne scruta les documents avec une panique croissante, compte conjoint, accès à la propriété gelée, immatriculation de la voiture restreinte remise en question. Où suis-je censé aller? Est-ce la résidence de Brad, en supposant qu'il ne soit pas déjà incarcéré? C'était cruel, mais exact. Le procureur de district avait agi avec diligence sur les accusations de corruption. Brad Godwin était confronté à une enquête fédérale pour corruption, fraude et abus de fonction. Corinne partit ce soir-là avec 2 valises et l'esprit brisé. Rachel observa depuis la fenêtre de sa chambre sa mère charger des vêtements dans la voiture. « Maman revient ?» demanda Rachel. « Je ne crois pas, ma chérie. »« Bien » répondit sa fille doucement. « Elle t'a causé du chagrin. » La procédure de divorce dura 6 semaines. Quinn fit preuve d'une cruauté impitoyable au tribunal, présentant des preuves d'adultère, de fraude et de complot. L'avocat de Corinne tenta de plaider la détresse émotionnelle et la dépendance financière, mais les images vidéo annulèrent toute sympathie potentielle. La juge Patricia Redford avait la réputation de prononcer des peines sévères et d'avoir une certitude morale. Elle examina les preuves avec un dédain évident. Madame Drexler, déclara la juge, vous avez commis un adultère, commis une fraude et conspiré pour voler votre mari. Ce tribunal ne trouve aucun motif pour une pension alimentaire ou un partage des biens. Corinne ne reçut rien. Pas d'argent, pas de voiture, aucune revendication sur la maison. Le contrat prénuptial qu'elle avait signé des années auparavant protégeait les actifs commerciaux de Nolan, et son adultère invalidait toute revendication sur les biens communautaires. La situation de Brad était encore plus désespérée. Les enquêteurs fédéraux découvrirent des preuves de corruption généralisée impliquant plusieurs entreprises et des milliers de dollars de pots de vin. Il fut arrêté, renvoyé du service des pompiers et expulsé de sa résidence locative. Le scandale de corruption dominait les informations locales. Diana Hartley du groupe de surveillance du voisinage donna des interviews sur les activités suspectes dont elle avait été témoin. La valeur des propriétés dans la région augmenta même après le départ de Brad. Décembre inaugura l'affrontement final. Nolan travaillait dans son garage lorsque Corinne se matérialisa à la porte. Elle paraissait plus mince, vieillie, portant des vêtements qui ne lui allaient pas correctement. « J'ai besoin de te parler » dit-elle. Les ordonnances du tribunal stipulent le contraire. Cela ne concerne pas les questions juridiques. Il s'agit de tourner la page. Nolan posa ses outils et la confronta directement. Tu as 5 minutes. Je veux que tu saches que je suis désolé. Pour quel aspect? L'adultère, la fraude ou le fait d'avoir été appréhendé? Pour tout. Absolument tout. J'ai fait des choix épouvantables. Tu as pris des décisions calculées. Il y a une distinction. Le sang-froid de Corinne s'effondra de nouveau. Tu as orchestré toute cette affaire, n'est-ce pas? Le barbecue, l'enquête, tout. J'ai réagi à tes actions. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie. Je n'ai fait que la documenter. Elle le regarda avec une fusion de haine et de désespoir. La femme qu'il avait épousée il y a 20 ans avait disparu, remplacée par quelqu'un d'amer et de brisé. Et le pardon, demanda-t-elle. Et les secondes chances? Et les 12 000 $? Et les images vidéo? Et les 18 mois de mensonges?
Chaque question résonnait comme un coup physique. Elle n'avait aucune réponse, car il n'existait pas de réponse favorable. « Je t'ai aimé autrefois, dit-elle finalement. « Non, rétorqua Nolan. Tu as aimé l'idée que tu te faisais de moi, le revenu stable, la maison de banlieue, le mari respectable. Tu ne m'as jamais aimé, moi. C'est faux. Si c'était faux, tu n'aurais pas commis d'infidélité avec un autre homme dans mon garage. » Ces termes crus la réduisirent au silence. Il se tenait dans le garage où son aventure s'était déroulée, entouré d'outils et d'équipements qui incarnaient son travail honnête. « Où est Brad maintenant » demanda Nolan. « À la prison du comté, en attente de son procès. »« Bien. Tu peux aller lui rendre visite là-bas. »« Je ne veux pas de Brad. Je veux retrouver ma vie. »« Ta vie ? Tu veux dire la vie où tu commets des fraudes et des adultères sans en subir les conséquences ?» Corinne resta sans réplique. Elle avait tout misé sur un stratagème qui nécessitait que Nolan reste ignorant et passif. Quand il s'était révélé n'être ni l'un ni l'autre, tout son plan s'était effondré. « Je dois partir, dit-elle enfin. »« Oui, tu dois. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte du garage. « Diras-tu à Rachel que je l'aime ? Rachel se forgera son propre jugement sur toi quand elle grandira. C'est ma fille aussi. La biologie ne suffit pas à faire un parent. Tu l'as abandonné quand tu as choisi l'adultère plutôt que la famille. » Corinne partit sans un mot de plus. Nolan la regarda s'éloigner vers une Honda Civic cabossée, manifestement une acquisition récente dans un parc automobile d'occasion. Sa descente du confort de la banlieue à la pauvreté laborieuse était achevée. Le printemps annonçait de nouvelles possibilités. L'entreprise de conseil en irrigation de Nolan s'étendit aux propriétés commerciales, des contrats que la corruption de Brad avait précédemment bloqués. Rachel s'épanouissait à l'école, ses notes s'améliorant sans la tension d'un mariage brisé. La maison semblait différente à présent, plus propre en quelque sorte, comme si un air vicié avait été purgé et remplacé par quelque chose d'authentique. Un soir d'avril, Ethan s'arrêta avec de la bière et des nouvelles. « J'ai entendu parler du verdict de Brad, dit-il. Combien de temps ? 7 ans dans une prison fédérale, plus le remboursement aux entreprises qu'il a extorquées. Et Corinne ? Elle travaille dans une épicerie à Tyler, et vit dans un studio derrière le Dairy Queen. » Ils étaient assis dans le garage de Nolan, buvant de la bière et regardant le soleil se coucher à travers la porte ouverte. L'endroit où son mariage avait péri lui apparaissait désormais comme un lieu où quelque chose de nouveau pouvait commencer. « Des regrets ?» demanda Ethan. Nolan pesa la question. Sa femme était partie, son mariage détruit, sa fille grandissait dans un foyer brisé. Mais l'alternative aurait été de vivre dans le mensonge, d'assister au vol de ses biens et d'élever Rachel dans une atmosphère de tromperie. « Non, dit-il finalement. Je regrette de lui avoir fait confiance au départ, mais je ne regrette pas d'avoir mis fin à ça. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'ils m'ont forcé à faire. » La nuance était importante. Nolan n'avait pas initié le conflit. Il avait simplement refusé d'être une victime quand le conflit lui avait été imposé. Son téléphone vibra, affichant un message de Rachel, qui passait la soirée chez une amie. « Je rentre bientôt. Je t'aime, papa. » 3 mots qui résumaient tout. Sa fille l'aimait toujours, lui faisait toujours confiance, souhaitait toujours rentrer à la maison. Ce soir-là, Nolan était assis dans son bureau à domicile, examinant les états financiers. La dissolution de son mariage avait coûté cher en frais juridiques et en coûts d'enquête, mais son entreprise avait fait preuve d'une résilience sans précédent. L'assurance avait couvert les dépenses occasionnées par les dégâts matériels liés à l'affaire. Le garage avait subi un nettoyage complet et une réorganisation ultérieure. Il alluma son ordinateur portable et procéda à la suppression du fichier vidéo qui avait déclenché toute la séquence d'événements. La preuve matérielle était désormais superflue, et certains épisodes valaient mieux relégués à l'oubli que méticuleusement conservés. Au-delà des limites de la maison, la douce précipitation d'avril commençait sa descente sur les pelouses bien entretenues et les enclos de jardin du paysage suburbain. Les réseaux d'irrigation méticuleusement conçus et installés de manière experte fonctionnaient parfaitement, canalisant l'eau vers ces zones désignées tout en atténuant efficacement le risque d'inondation. L'eau recherche invariablement la voie de moindre résistance, cependant, des systèmes méticuleusement conçus possèdent la capacité de recalibrer sa trajectoire. Ce principe même avait une pertinence analogue aux complexités de la conduite humaine. Lorsque des individus choisissaient des voies de duplicité et de traîtrise, les conséquences qui en résultaient se déroulaient avec une précision presque élaborée.
Nolan désactiva son ordinateur portable et se dirigea vers la cuisine, avec l'intention de se procurer un verre d'eau. Le lendemain, il avait l'intention d'aller chercher Rachel à son établissement scolaire, de l'aider dans ses devoirs scolaires et de préparer un repas pour 2 personnes, une réduction par rapport au nombre précédent de 3. Une famille réduite en nombre, mais indéniablement empreinte d'intégrité. La demeure de banlieue dégageait un sentiment palpable de solidité, ses fondations inébranlables, ses installations fonctionnant parfaitement, et son système de sécurité opérant à son niveau optimal. Tout concordait avec les spécifications précises dignes d'une résidence fondée sur la vérité plutôt que sur le mensonge. Il dirigea son regard à travers la fenêtre de la cuisine, fixant son attention sur l'ancienne maison de Brad. De nouveaux occupants s'y étaient installés le mois précédent, un couple de retraités dont les petits-enfants les honoraient de visites le week-end. Des voisins parfaits, prodiguant des salutations cordiales et respectant les limites de la vie privée. Idéal. Nolan termina de boire son eau et monta l'escalier vers sa chambre. Le lendemain apporterait de nouvelles initiatives d'irrigation, des consultations avec les professeurs de Rachel, et les joies pures découlant d'un travail honnête et de liens interpersonnels authentiques. Il avait remporté une victoire qui transcendait les paramètres d'une simple procédure de divorce ou d'un procès pour corruption. Il avait repris possession de son existence même, des mains de ceux qui avaient tenté de la lui dérober par l'artifice et la tromperie. En fin de compte, une telle reconquête constituait une victoire d'une ampleur suffisante. Den grum, den her. Can't lie. Jeg er nødt til at tage Ferdinand og så smide på centerback, føler jeg. Jeg kan jo ikke bruge... Jeg kan ikke bruge Stiegmal Brank. Og Baudewijn kan jeg heller ikke bruge. 81 CB er slemt. Ja, det er hvad det er. Jeg bliver nødt til det jo. I gotta do it. Burnley. Okay, det er jo heller ikke, fordi jeg bliver blæst af særlig gode choices lige nu. Jamen, så får vi sgu en 81 og centerback mere. Hold nu kæft. Det kunne godt være, at jeg ikke skulle have taget en 3-4-3, to be honest. Det bliver ikke det bedste forsvar i verden, der. Arsenal 14-15. Hvorfor er de også så dårlige? Men spiller du nedrykningsudgave? De ligner det virkelig. Det skal være Mertesacker her. Burnley! Giv mig nu noget godt! Hallo? Jeg bliver legit scammet. Jeg bliver nødt til at tage Lennon, og så smide ham på right wingback, jo. Watford! Er det en joke? Fuck? Det er så fedt at ramme 0,38. Jamen altså... Hold da kæft, et hold. Projected finish 3. plads. How? Ej, det er jo ikke 38-0, kan man sige. Det var første loss, der skulle til Tottenhams. Jeg føler, det lavede lidt mærkeligt. Hvorfor vinder jeg så meget? Okay, nu sker der så et eller andet her. 4-0 over Crystal Palace. Nedrykning, here we come. Vi slutter på 9. On the beach by Easter. 59 point. Det hedder 38-0.app. Kan man prøve igen? Eller er det sådan en daglig ting? Start a new run. Jeg tager altså 3 rerolls denne gang. Det skulle være nemt at have vundet 3 ud af 3 mulige. Du er bare heldig så jo. Jeg prøver en 4-2-3-1 denne gang. Ja. Ja. Okay, start draft. Spin the wheel. Wigan! Ja, det bliver altså ikke Chris Kirkland. Det bliver sgu James McCarthy her. Giv mig en 82 DM. Aldrig hørt om det der hold før. Var der nogen, der hørte det der bip, by the way? Okay, John Terry har 93, så jeg tager det. Liverpool. Salah. Okay, lad os lige tænke realistisk. Hvor mange gode centerbacks er der i forhold til angriber? Jeg føler altid, at forsvarsspillere bliver
ringere rated end angriber. Ja, du skulle da røvheldig med det der hold med. Din laveste en 85'er. Hvad mener du? Flere centerbacks end angriber. Mener du det? Så I havde taget Salah her. Havde I taget... men også målmænd dog. Hvad havde I taget? Man kunne også tage en 87 rated right back i Trent. Men jeg føler bare, når der er 94, så... Tænk på lidt af goats. Ja. Men Loki til Trent. Jamen, det er også lidt det. Hvis du siger, altså nu stoler jeg jo på dig, right? Du siger right back at weak spot. Der var mange 90'ere. Men de har også spillet her længe, så jeg kan jo egentlig godt risikere at få Liverpool i en anden sæson, i teorien. Så de kommer alligevel. Jeg tror sgu, jeg tager Van Dijk. Jeg tager Van Dijk. Fulham 2023. Okay. Jamen, det er jo rumt. Så må vi jo bare tage Willian, I guess. Okay, lad os tænke. Er der flest best right wingers eller left wingers? Jeg føler, der er flest best right wingers, så han ryger på... Men han er kun right wing. Det var da irriterende. Men hvad betyder det røde? Du kan rykke dem. Nå. Men hvad betyder det røde, dog?